Alors après la police, la justice, Corinne Moreau, vous êtes procureure adjointe au tribunal de grande instance de Versailles, après avoir été substitute du procureur général près de la cour d'appel de Paris et juge d'instruction au tribunal de grande instance de Versailles. Mes notes sont exactes, voilà, à peu près. Bon, voilà, c'est un raccourci, forcément. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Prenez le micro, voilà. Il est ouvert normalement. Et actuellement à Versailles, je m'occupe notamment de chapeauter le pôle mineurs-familles, qui englobe toutes les violences conjugales, à quelque degré qu'elles soient. Voilà. Très bien. Alors merci d'être avec nous. Vous préférez vous exprimer de votre place? Moi aussi j'aime bien. Je suis un magistrat du parquet, donc voilà. Un magistrat. Très bien. Alors allez-y, la place est à vous. Voilà. Et merci d'être avec nous ce matin. Nous vous écoutons. Alors, si, vous avez le malheur de passer la dernière, mais si vous pouvez, voilà, essayer de bien condenser votre propos, qu'on ait quand même un petit temps d'échange, ça serait dommage qu'on ne puisse pas vous relancer les uns et les autres. D'accord. Merci. Je vais commencer en citant André Malraux, qui avait perdu 2 enfants et qui écrivait « La mort d'un enfant, c'est la foudre ». Et je ne peux pas m'empêcher de penser en écho que la disparition d'un enfant, c'est le chaos. Une disparition, ce n'est pas un fait, ce n'est pas une infraction. L'enfant était là, vivant, et il n'est plus là. Il est peut-être ailleurs, il n'est peut-être plus. Sous ce vocable de disparition, on l'a déjà évoqué, plusieurs réalités possibles, je passe très vite, plusieurs hypothèses, mais au moment de la disparition, aucune certitude. Pour les parents, la situation est terrible, qui mêle la force de l'espoir et l'angoisse du désespoir. Et pour les enquêteurs et les magistrats, une course contre la montre et pour la vérité s'enclenche. Si j'ai, dès que cela m'a été proposé et sans m'attarder sur mon agenda surchargé, accepté de répondre présente à cette journée, c'est sans doute à cause et en mémoire de Ludovic, 3 ans, et je suis émue en le disant, qui a hanté mes jours et mes nuits alors que j'étais juge d'instruction depuis quelques mois seulement. Ludovic, aujourd'hui, devant vous, m'autorise à témoigner de la rage que nous pouvons mettre, nous, enquêteurs, magistrats, à retrouver ceux qui vous sont chers, et je m'adresse aux familles. Outre le travail du dossier, les auditions, les confrontations, les transports sur les lieux, les réunions avec les enquêteurs, Ludovic a hanté mes nuits, mes vacances, mes week-ends, pendant mes premières années, pendant près de 2 ans. Et j'ai fini par parvenir à la macabre vérité. Je me souviens que des enquêteurs bien plus aguerris me conseillaient de laisser tomber, qu'on ne le retrouverait jamais. Cette disparition s'inscrivait dans un cadre familial très particulier et très défavorisé. Et je me souviens que j'ai été taxée d'emmerdeuse. Et je peux vous assurer que je l'ai été jusqu'au bout. Jusqu'au dernier jour, j'ai voulu retrouver Ludovic et j'ai retrouvé, avec bien sûr l'aide des policiers, mais qui voulaient interrompre les recherches, à ce moment-là, le corps de Ludovic. J'en ai fini de mes souvenirs de guerre, mais je souhaite que vous puissiez nous faire crédit, à nous, encore une fois, enquêteurs et magistrats, de notre implication dans ces dossiers qui sont surtout les vôtres et de notre détermination à aller jusqu'au bout pour tenter de vous apporter des réponses, la vérité, quelle qu'elle soit, à défaut, souvent, malheureusement, de vous rendre l'être cher disparu. Ces propos préliminaires, j'y tenais parce que on peut parler de la disparition d'enfants d'une façon très technique, et je vais le faire aussi. Les magistrats et les enquêteurs sont là 24 heures sur 24. Le parquet, j'ai l'habitude de le dire, c'est mieux que Darty, c'est vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et dans toute la France. On est là, on réagit, bien sûr, chacun avec ce que l'on est, avec notre expérience. J'imagine qu'aujourd'hui, à mon âge et étant mère de famille, je ne réagirai pas, mais j'espère avoir toujours la même fougue, comme je l'ai fait lorsque j'avais 25 ans et cette affaire de Ludovic. Mais on a trop tendance à penser qu'on ne fait rien, qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait faire. On fait beaucoup, et notre rôle aussi, en tant qu'enquêteur et directeur d'enquête, ça n'est pas non plus de faire plaisir aux parents. C'est quelque chose de difficile à dire et à évoquer, mais c'est une réalité. On ne peut pas entreprendre toutes les recherches dans tous les sens pour faire plaisir aux parents ou pour ouvrir des parapluies, mais on doit au contraire cibler les recherches pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Et c'est parfois très difficile de dire non. J'ai dit non une fois, c'était la disparition d'une jeune majeure. J'ai dit non à des investigations qui me paraissaient
parfaitement inutile, très complexe et surtout dévoreuse de temps pour les enquêteurs. J'ai été convoquée illico chez le procureur. Ah bon, il paraît que vous avez refusé des réquisitions. Oui, monsieur le procureur, j'ai refusé des réquisitions pour telle et telle raison. Et ma position a été validée parce que à ce moment-là, on aurait perdu du temps dans l'enquête en cherchant de rechercher sur des enregistrements nationaux et internationaux à proximité d'un aéroport des numéros de téléphone de toutes les personnes, c'était ce qui m'était demandé, qui étaient ce jour-là, qui avaient traversé les frontières entre deux pays. Donc être enquêteur, ou directeur d'enquête, c'est dire oui à beaucoup de choses, c'est avoir de l'imagination, c'est faire des recherches, mais c'est aussi savoir dire non. Alors, je vais tenter de vous donner des éléments de droit sur ces enquêtes. Le texte qui vous a été cité, l'article 74.1 que je vais vous lire, c'est pas une infraction, c'est uniquement un cadre d'enquête. Avant 2002, à l'époque où Ludovic, par exemple, a disparu, il n'y avait pas de cadre d'enquête. Or, dans notre système de droit, le magistrat, le procureur de la République, puis, le cas échéant, le juge d'instruction, ne peut intervenir qu'à partir du moment où il y a une infraction. On n'intervient pas quand il n'y a pas d'infraction. On intervenait déjà néanmoins pour les recherches des causes de la mort. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un était décédé sans que l'on puisse savoir pour quelle raison, et que l'on voulait faire des vérifications, mais ça pouvait être le cas pour, par exemple, une pendaison, la loi nous donnait des moyens d'intervenir et nous permettait de faire une enquête avec des moyens. Parce qu'on peut toujours faire des auditions, des choses qui ne justifient pas de contraintes, mais pour avoir des contraintes, la procédure pénale, c'est toujours la balance, l'équilibre entre le fait d'empiéter sur la vie des autres, par exemple en prenant un téléphone et en fouillant dans le téléphone, et travailler pour l'intérêt général et mettre le plus d'actions possibles dans la recherche de la vérité. Donc c'est cet équilibre, et lorsqu'on protège les droits des gens, eh bien on ne permet pas aux policiers et aux gendarmes d'enquêter, et vice-versa, ça s'équilibre de cette façon-là. Donc depuis 2002, au même moment d'ailleurs avait été créé l'ancêtre de l'OCRVP, c'était un office des disparus. Donc cet article, dans un cadre très précis, j'ai recherché l'exposé des motifs de la loi, c'était pour répondre à une demande des victimes, a donc créé ce cadre juridique qui donne aux enquêteurs et aux magistrats un cadre d'enquête leur permettant des pouvoirs d'investigation, c'est-à-dire faire des réquisitions, convoquer quelqu'un, le convoquer par la force, le mettre en garde à vue en ce qui concerne cette infraction-là, pas les recherches des causes de la mort, parce que les recherches des causes de la mort, au départ, il n'y a pas d'infraction, mais ensuite, il suffit de basculer sur un autre cadre. Alors, je vous lis simplement l'article 74.1. Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, donc on cherche bien à protéger d'une façon générale les personnes vulnérables d'abord, vient d'intervenir ou d'être constatée, c'est important également parce que c'est un cadre qui se rapproche de la flagrance, qui est comparable à la flagrance. Donc c'est bien vient d'intervenir ou d'être constaté. Les officiers de police judiciaire, les officiers de police judiciaire peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, c'est-à-dire perquisition, saisie, réquisition bien sûr, réquisition à un service technique par exemple, ou garde à vue. À l'issue d'un délai de 8 jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire moins de pouvoir pour les enquêteurs et aucun pouvoir de contrainte. Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition, et à ce moment-là, le juge d'instruction, c'est un autre texte, c'est l'article 80-1 du Code de procédure pénale qui récupère des pouvoirs d'enquête classiques, c'est-à-dire vastes. Alors, les conditions même de la disparition, il faut, on vous l'a dit et je le redis, il faut que cette disparition soit inquiétante.
là, il y a bien sûr un facteur humain de celui qui va apprécier le caractère inquiétant de cette disparition qui intervient, mais on est tous d'accord sur le fait qu'à un certain âge, la disparition d'un enfant est forcément inquiétante. Un enfant de 3 ans, un enfant de 4 ans, il a pu se perdre, mais il n'a pas pu volontairement décider de se transporter dans un autre endroit. Donc il y a des critères qui sont tout à fait évidents. Et puis il y a d'autres critères qui ne le sont moins, et c'est là que le travail d'écoute entre enquêteurs, entre la première personne qui va prendre la déclaration, entre le vol d'un cyclo et des violences conjugales par exemple, puisque c'est ça la réalité aussi. Quelqu'un se déplace devant un service de police ou de gendarmerie, et la personne qui relève la plainte a une disponibilité X à un temps T. Et ce moment-là est particulièrement crucial parce qu'il faut parfois savoir faire dire au déclarant ce qu'il n'a pas forcément réalisé, ce qu'il n'est pas prêt à dire, ce que peut-être il ne veut pas dire. Est-ce que l'enfant lui a été confié? Est-ce que depuis quand il avait cet enfant à sa charge, par exemple, lorsqu'il ne s'agit pas de ses pères et mères? Donc cette première audition-là, cette première déclaration va être particulièrement intéressante pour pouvoir qualifier cette disparition d'inquiétante, sous réserve bien sûr de l'âge par exemple du mineur ou des circonstances. Je reviens à Ludovic parce que c'est une affaire qui justement a été décrite au départ comme étant une disparition inquiétante. La personne qui est venue faire la déclaration était un père de famille plutôt bien, je le dis comme je le pense, par rapport aux parents de cet enfant qui était, je l'ai dit, d'un milieu particulièrement défavorisé et issu d'un couple tout à fait éphémère entre un jeune de 17 ans qui se rêvait chanteur et une jeune femme de 20 ans issue des foyers de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui était particulièrement diminuée intellectuellement. Et ce couple de déclarants était plutôt cohérent, surtout par rapport aux parents. Les parents qui étaient séparés et qui se chamaillaient la garde de l'enfant, mais c'était plutôt à celui qui ne l'aurait pas qu'à celui qui l'aurait. Le couple de déclarants vient expliquer que sur la foire aux cerises de Vernon, alors qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait des manèges, etc., ce gamin qu'ils avaient accepté de garder pour la journée ou quelques jours leur avait échappé. Ça, c'est vraiment décrire un cas de disparition inquiétante. Un gamin de 3 ans dans la foule, un dimanche après-midi, qui a pu en effet être pris par une voiture, qui a pu avoir un accident, qui a pu partir tout seul de son plein gré et se noyer dans la Seine un peu plus loin. C'est typiquement le cadre de la disparition inquiétante. Pour autant, déjà, la personnalité des parents, pas des déclarants, avait fait douter de la réalité de ces circonstances, parce qu'on se demandait pourquoi le couple de déclarants avait finalement cet enfant. Et voilà, je vous la fais courte, mais je vous donne quand même la fin de l'histoire. Le couple de déclarants, Patrick et Corinne, je me souviens bien sûr de toutes les identités de cette affaire-là, finalement, au bout de 15 mois d'enquête, et puis grâce à un petit truc qui m'a été dit par un collègue, ils étaient partis dans une autre région. J'avais demandé par commission rogatoire, donc quelque chose de tout à fait officiel, de les réentendre sur différents points, j'ai oublié en revanche lesquels, me dit « Mais est-ce que vous savez qu'ils sont en caravane ?» Ça, c'est un élément que je n'avais absolument pas. Pour moi, c'était un couple plutôt stable qui avait quitté la région de l'Eure, en Normandie, pour pouvoir répondre à une offre d'emploi ailleurs. Et cette question de caravane m'a étonnée. On était au début de l'année, donc dans une période d'hiver, parce que ça voulait dire quand même l'errance. Enfin, ça a vraiment mis un doute. Voilà, les investigations ont repris autrement, et finalement, dans ce couple, le monsieur le soir avait donné une gifle au jeune Ludovic parce qu'il ne mangeait pas suffisamment vite ses nouilles. Et l'expression que Patrick avait donnée au cours de l'enquête lorsqu'il a été placé en garde à vue, c'est
le mur la lui avait rendu. C'est-à-dire que la gifle, on peut imaginer, voilà, donc l'enfant a été ensuite déposé dans son lit, il était complètement sonné mais vivant, et le couple a expliqué qu'il l'avait retrouvé mort ensuite, et ils ont fait croire à cette disparition inquiétante. Ça a bien marché, ça m'a occupé véritablement, personnellement, énormément, et voilà, et on a pu, sur les indications de Patrick, retrouver le corps de Ludovic. J'insiste sur ces éléments parce que voilà, c'est le point de départ qui va être particulièrement important. Alors très vite maintenant, parce que je n'ai pas noté mon heure de démarrage, mais je sais que le temps presse. Il reste 2 minutes. Oula, 2 minutes, ça fait pas beaucoup, donc 2 minutes, ça fait pas beaucoup. Il faut que je fasse des choix. Bon, dans des affaires auxquelles on croit, il est évident qu'on mettra le paquet, c'est-à-dire qu'on va enclencher toutes les investigations possibles, et vous le disiez tout à l'heure, mais est-ce qu'on n'irait pas rechercher de l'ADN dans la chambre de l'enfant disparu? Si c'est une disparition inquiétante, bien sûr, oui. On fait tout. À ce moment-là, on fait tout. Enquêteurs et magistrats, il n'y a aucune raison que les magistrats, qui en gros sont des autorisateurs d'investigation, s'en privent. Et beaucoup de choses pourront être faites, notamment des bornages, des recherches téléphones, des recherches ordinateurs. Et on peut faire beaucoup de choses. Pour autant, ça dépend de chaque cadre, et on ne peut pas non plus toujours tout faire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de téléphone, s'il n'y a pas de... Voilà, il y a des éléments qui pourront nous échapper, mais en tout cas, tout va être fait. Alors, un mot quand même de l'alerte enlèvement, parce que je ne sais pas ce qui en sera dit cet après-midi. L'alerte enlèvement qui est donc possible depuis 2006, qui s'est calée sur d'autres dispositifs qui existaient à l'étranger. Juste un mot, c'est le procureur de la République territorialement compétent, donc je vous disais, il y en a partout, et ils sont opérationnels 24 heures sur 24. Je l'étais cette nuit, toute la nuit, pour le département des Yvelines. Donc c'est le procureur de la République qui est le déclencheur de l'alerte, et ça se fait en communication avec le procureur général, c'est-à-dire le représentant du ministère public à la cour d'appel, qui lui-même obtiendra une validation de l'autorité centrale, c'est-à-dire de la chancellerie, de directeur des affaires criminelles et des grâces. Donc vous voyez que ce n'est pas une décision, celle-ci, qui est prise d'initiative, qui est prise dans le secret d'un bureau de procureur, mais c'est une décision tout à fait exceptionnelle, et qui doit rester exceptionnelle, parce que si elle est banalisée, si tous les jours, à chaque fois que vous prenez l'autoroute, vous voyez, comme vous le voyez maintenant par exemple pour la pollution, disparition d'un enfant, eh bien plus personne n'y fera attention. Donc c'est vraiment un cas qui est efficace, mais qui ne peut pas être utilisé toujours. Donc il n'est prévu que pour une victime mineure, que pour un enlèvement avéré, c'est-à-dire on n'est plus sur le domaine de la simple, entre guillemets, disparition, mais c'est bien un enlèvement avéré, un danger pour la vie ou l'intégrité physique de la victime. Donc là, on peut faire la différence entre l'enlèvement avéré, mais qui serait le fait d'un des parents du mineur, et un enlèvement avéré par un inconnu. Et des informations précises permettant d'identifier la victime ou l'auteur sont susceptibles d'être diffusées. C'est-à-dire que si on ne sait pas comment l'enfant a été habillé, si on ne sait pas à quoi il ressemble, si on n'a pas de photos récentes, si par exemple, on n'a pas son âge, parce que quelqu'un vient d'écrire une scène d'enlèvement à laquelle il a assisté, mais ne sait rien de l'enfant, on ne pourra assurément pas enclencher une alerte enlèvement qui n'aurait pas de sens. Voilà, donc je laisse l'aspect peut-être plus technique et pratique être développé par le directeur de l'OCRVP qui interviendra plus tard, mais ces alertes enlèvement ont fonctionné, bien sûr, dans plusieurs cas. On va devoir malheureusement s'interrompre. Merci beaucoup. Merci.